Ray Bustamante, heureux de vous retrouver à nouveau dans un mot à Biarritz, 4 ans après Ishkanoul, hein, qui a déjà, ça vous rajeunit, mais moi pas. Et le premier mot que j'ai envie de vous proposer, c'est encore vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mexique peut-être mis à part, il y a une réelle droitisation, voire extrême droitisation des pays latino-américains. Et votre cinéma est un cinéma politique, est un cinéma de dénonciation. On le déclinera avec la trilogie que vous signez dans une seconde, mais on peut imaginer qu'il y a quelques années, des gens comme vous, aussi impertinents que vous, auraient été liquidés sans autre forme de procès. Donc aujourd'hui, bien que vous soyez extrêmement virulent, vous êtes toujours vivant. Oui, il y a une espèce d'acceptation et de banalisation dans cette nouvelle politique, cette nouvelle façon de vivre qui nous fait autant accepter les droits d'expression, pour ainsi dire, même si on a beaucoup de censure. Et mon deuxième film, par exemple, au Guatemala, a été censuré par une des chaînes de salles de cinéma. Censuré d'une façon jolie, c'est-à-dire un jour, on n'a plus répondu au téléphone et on n'a plus répondu de mails. Après qu'on avait eu toute une conversation pour la sortie, une fois qu'ils l'ont vu, la communication s'est simplement coupée. Et donc, c'est une banalisation comme celle qui arrive avec la violence. C'est un peu et c'est pour ça que c'est important de ne pas rester inhumain et insensible. Mais moi, je me souviens d'avoir dit à des amis étrangères au Guatemala, une fois qu'on était confrontés à un vol avec une arme, de dire « mais c'est pas grave, c'est pas grave ». Et en disant « c'est pas grave », je me rendais compte de la gravité de mes mots. Trilogie, c'est le deuxième mot que je vous propose. Trilogie parce qu'il y a eu Ishkanoul, il y a eu Tremblement, aujourd'hui il y a la Llorona. Les trois mots qui viennent avec cette trilogie et qui aboutissent à 3 films, c'est Indien, c'est PD et c'est aujourd'hui communiste. Et à chaque fois, ces 3 mots sont stigmatisants et exclusifs. Pourquoi est-ce que vous avez tenu, dans votre œuvre cinématographique, à décliner indien, PD et aujourd'hui communiste? Parce que c'est les 3 insultes les plus utilisées au Guatemala, mais j'ai un peu l'impression qu'on est fier de les utiliser. Surtout du fait que si on ne les utilise pas, on peut tomber dans une de ces cages. Donc, il faut discriminer dans mon pays. Il faut discriminer pour ne pas être discriminé. Et on est fiers de discriminer. Il faut discriminer, dites-vous, pour ne pas être discriminé. Exactement. Il faut toujours discriminer, il faut toujours nier. Le premier insulte qui est indien, ça fait référence à toute cette mal-être qu'on a avec notre propre identité. Donc, Guatemala, combien d'habitants? 16 millions, pardon, et dont plus de 60% indigènes, mayas. Et dans les derniers recensements des populations, seulement 41% s'identifient comme Maya. Parce que le reste a peur, et donc on s'éloigne de qui on est. Après, évidemment, hueco, qui est le mot qu'on utilise pour dire PD au Guatemala, au-delà d'être vraiment une insulte seulement homophobique, est plutôt les quintessences du machisme. Et de la misogynie, parce qu'au Guatemala, on pense qu'être PD, homme, veut dire se féminiser, et se féminiser veut dire se rabaisser. Donc c'est un problème sociétal beaucoup plus grand que simplement défendre les homosexuels. Donc on stigmatise l'homosexuel masculin, mais au-delà de l'homosexuel masculin, c'est la féminité en général, donc le féminin. Ouais, c'est la femme. Et donc quand on sait qu'au Guatemala, on stigmatise plus de 60% de la population, 52% de la population que c'est les femmes, et 6% des homosexuels,
Et de là, on peut mettre un 10% des gens qui défendent les droits de l'homme et qui sont traités de communistes. On revient à cette petit groupe de personnes qui détiennent le pouvoir à nouveau et qui ne veulent pas changer et qui pensent qu'on est hyper bien comme on est. Qui est le pouvoir aujourd'hui, enfin qui a le pouvoir aujourd'hui au Guatemala? Quelques grandes familles? Quelques grandes familles, les militaires. C'est drôle au Guatemala, militaire a une résonance de peur. On dit militaire, on a peur. Même les gens qui défendent les militaires, je suis certain qu'ils ont peur. Et pas tous les militaires sont méchants, mais il y a quand même une utilisation de cette force comme l'utilisation de la religion. Donc d'un côté on a Dieu, de l'autre côté on a les armes et on y va. Forme cinématographique, pour revenir à ce qui nous occupe ici au Festival de Biarritz Amérique latine, Culture et Cinéma, vos deux premiers films de cette trilogie, Ixcanul et Tremblement, sont des films réalistes. Ils racontent une histoire. Celui-ci, La Llorona, est un film qui utilise des formes ou qui fait allusion à des formes cinématographiques, la science-fiction, le polar, etc., qui étaient moins présentes dans vos films précédents ou pas du tout présentes dans vos films précédents. Pourquoi est-ce que vous avez rendu plus réelle votre approche cinématographique? Je pense qu'il y a un truc qui unifie les trois films, c'est le réalisme magique. Pour moi, la religion fait partie du réalisme magique. Le boom littéraire voilà. latino-américain. Mais on y vit. On va plutôt l'appeler psychomagie. La psychomagie est hyper importante pour nous, on l'utilise tout le temps. On y croit parce qu'on est perdu. On n'a pas vraiment des règles qui nous protègent. Le vaudou, par ailleurs. Voilà. Mais l'utilisation de ces genres dans La Llorona est plutôt due à une intention presque de marketing, et c'est toucher les nouvelles générations. C'est-à-dire, au Guatemala, il y a eu une stratégie pour ne pas parler de l'histoire récente, c'est-à-dire les cours d'histoire au Guatemala s'arrêtent à la conquête. Et après ça, on a une liste des présidents et les cours se transforment plutôt dans un cours de patriotisme, mais pas d'histoire. Et les jeunes au Guatemala consomment énormément de cinéma, mais c'est du cinéma de genre. C'est soit l'horreur, soit les super-héros. Et du coup, je me suis dit... Donc c'est une forme de démagogie, excusez-moi. Oui, évidemment. C'était ça, on s'est dit, il faut vraiment... Vous avez quel âge? 42. Vous êtes encore jeune. Mais jusqu'hier, on parlait des millénials et aujourd'hui, on parle des centennials. Donc, je ne sais pas comment on le dit en français, mais il faut que ces gens-là aillent, après voir un film, faire une recherche beaucoup plus intéressante que simplement une recherche de comment un personnage... Ça, c'est votre concession au temps. Mais votre film, c'est très nostalgique, puisque ça fait référence à un mythe. Qui est-elle Disons que quelque part... celle qui pleure. Quelque part, il y a eu... Cette stratégie est née une fois qu'on avait une conception de la métaphore de l'Amérique latine, c'est une terre qui pleure, c'est disparu. Et La Llorona est hyper importante. La Llorona, c'est une sorte de Médéa au Guatemala. C'est une femme c'est une femme qui tue ses enfants parce qu'elle est abandonnée par un homme. Et comme c'est une femme, elle est folle. Elle tue ses enfants et Dieu descend pour la damner. Et la damner a pleuré toute sa vie. Ses enfants morts. Je dis, il n'y a pas que les femmes qui deviennent folles. Non, mais les garçons aussi. C'est pour dire la misogynie de cette légende. Et donc, on a voulu prendre cette légende et l'enlever tous ces machismes et en faire d'elle une justicière. On va regarder la bande-annonce
de votre film qui est ici en compétition au Festival de Biarritz, Culture et Cinéma. یک چیزی بود خیلی جالب نداره اوکی بهم خیلی کمی هزامه Ustedes son héroes, héroes de guerra, no víctimas. Bajo ninguna razón agachan la cabeza. El general Enrique Monteverde nunca ordenó al ejército de Guatemala atentar contra ninguna raza, ninguna etnia o ninguna religión. Nos recuerdan que entre 1982 y 1983 las Fuerzas Armadas del Estado asesinaron a un promedio de 3,000 personas al mes. El general insiste en que no hubo genocidio. Mi papá a ti te ha contado todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó. Lo que se quedó atrás está atrás. ¿De qué lado estás? فکر لغاش التير النم إيك أخي إنكش أخي نشين ¡Es la nueva empleada! Tiene 2 hijos. ¿Con quién lo dejarás mientras trabaja aquí? Ya se murieron. Con todo lo que le están haciendo es normal que se vuelva loco. خريطو Jairo Bustamante, dans votre film, quelque chose qui apparemment est extrêmement classique, un dictateur, des droits de l'homme, une pression des droits de l'homme, donc un dictateur qui est confronté à ses accusateurs et qui est confronté à l'accusation de génocide. Hein, pour une partie de la population guatémaltèque au début des années 80. Et puis ensuite, votre film ira plutôt vers l'onirisme, vers le cauchemar, et puis l'accusation de génocide va disparaître. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette situation extrêmement classique, finalement, aujourd'hui, du dictateur accusé de génocide? C'est exactement pour ça, parce que c'est très triste de penser que c'est classique. Oui, et donc, on ne peut pas arrêter d'en parler. Jusqu'au moment où ça ne devient pas un classique, ça devient une exception dans le comportement humain. Et en plus, au Guatemala, il y a tout un mouvement, en Amérique latine en général, de nier ce qui s'est passé. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans les mouvements terrifiants de l'Europe, dont on a commencé à accepter, à essayer de soigner ce qui s'est passé, nous, on continue à penser que ce qu'on a fait, c'était bien, parce qu'on a sauvé quelque part. Je ne sais pas quoi, mais on a sauvé quelque chose. Et donc, quand je me suis rendu compte que des années et des années de procès ont été jetés à la poubelle dans une semaine par des pouvoirs du privé et de l'armée, qui se sont montés sur la Cour suprême à dire il n'y a pas eu de génocide et il n'y a pas de génocidaire, et personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Tout le monde a... Personne, je veux dire. Pas le pays en entier. Tout le monde a juste accepté. Bon, c'est comme ça, les procès recommencent, bon, c'est pas grave. En fait, tous ces gens-là qui cherchent leurs disparus ne cherchent que du ressarciment économique. Et là, je me suis rendu compte de la gravité de l'impunité et de comment on est insensible. L'envie de parler de ça devient plutôt un challenge de comment parler de ça sur une population qui est dans la négation, sur une population qui pense que résoudre des problèmes, c'est de perdre du temps et qu'il faut aller vers l'avant.
Une question là, la question de la réconciliation nationale, comme ça a pu se poser dans l'ex-Yougoslavie, en Afrique du Sud, c'est pas posé au Guatemala? Pas encore, parce qu'on n'accepte pas, on continue à nier que ça s'est arrivé, on continue à dire que c'était des erreurs, des dépassements, des... Donc on a dit génocide et la justice a retiré le mot. Oui, c'était en une semaine, on a jeté des années de travail et on s'est dit, et c'était, on peut imaginer qu'il y a une force économique privée et la force militaire qui ont obligé à la Cour suprême de changer la décision et de dire il n'y a pas eu de génocide, et il n'y a pas de génocidaires. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte un peu de cette force de l'impunité d'un pays où tout peut arriver, et peu importe, et les gens l'acceptent. Et donc du coup, il faut en parler de ça, et il faut trouver de nouvelles façons d'en parler. Il faut trouver des trucs beaucoup plus créatifs, et il faut trouver des façons de comment on va toucher les nouvelles générations. D'où ma taquinerie sur cette forme de démagogie qu'il y a à aller chercher de la science-fiction. En matière de... et revenons au cinéma, il y a deux remarques par rapport à votre film. C'est que il y a un parti pris du silence, c'est-à-dire qu'il y a un parti pris de plans longs, de plans silencieux. Et ça, c'est une manière de faire du cinéma. Ça, c'est un premier aspect de votre style. Et puis le deuxième aspect, c'est quelles sont vos références en termes de science-fiction. On peut penser à La Nuit des Morts Vivants, on peut penser au cinéma japonais, par exemple. Donc sur ces deux questions. Beaucoup de cinéma japonais, beaucoup aussi, on revient à la démagogie, c'est-à-dire une fois qu'on utilise un genre de façon stratégique, il faut mettre plein d'autres choses à l'intérieur, non? Donc on s'est dit d'accord, on va faire de l'horreur, entre guillemets, mais essayons aussi de faire que le public tienne un peu plus de temps avant de couper, que le public soit un peu plus concentré, et essayons de faire qu'ils n'ont pas envie de tourner l'écran comme ça pour voir autre chose. Et donc, quelque part, c'est un film vraiment très pensé, très étudié. On a été presque... Politique, très politique, dans tous ces sens-là aussi, dans le sens de vouloir aller voir jusqu'où les gens peuvent supporter un message qui soit autre que le message de consommation de cette frénésie dans laquelle on vit. Un mot sur la lenteur de votre cinéma. Il y a une longueur sur... Quand je dis une longueur, c'est pas une critique, mais pour le coup, il y a des plans qui sont... qui permettent aux spectateurs de se questionner sur la longueur du plan. Oui, il y a deux raisons à ça. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a des choses dont le spectateur doit se questionner. Et on est irresponsable si tout de suite après on coupe avec un son ou on coupe avec une image beaucoup plus forte, juste pour tenir les gens. Il faut laisser les gens réfléchir par rapport à ce qu'on présente. Et en plus, il y a un respect des comédiens aussi, un respect de cette interprétation qui ne... On est habitué presque aux bloopers aujourd'hui, c'est et on a besoin d'un arc pour comprendre des sentiments. C'est la lutte contre l'immédiateté contemporaine, on la connaît bien. Vous parliez de comédiens, de comédiennes, il y a une seconde. Un mot, c'est Alma. Alma, on l'a vu dans Ishkanoul. Dans votre film ici, c'est d'une certaine manière l'ange de la mort. Hein, Alma, qu'est-ce que c'est que cette comédienne qui est maya d'origine, hein? Et d'ailleurs, c'est joli parce que Alma en espagnol veut dire âme, mais c'est aussi un prénom. Et donc, et Maria Mercedes, c'était cette perle que j'ai trouvée dans un marché lorsque je faisais un casting sauvage sur Ishkanoul et qu'on a suivi depuis. Et on est devenus ses formateurs au niveau de son métier, mais aussi ses agents. Et elle est devenue au Guatemala un icône très important. On a réussi à faire que le magazine des modes les plus importants du pays, qui n'avait jamais mis même une brunette sur couverture, mette une femme maya sur la couverture. Et ça a été impressionnant pour nous.
Et c'est une fille qui a énormément grandi, qui aujourd'hui fait... C'est une sorte de voix pour les jeunes Mayas et une sorte d'inspiration pour des gens qui veulent faire autre chose que des choses classiques. Prolongement social, par rapport à cette trilogie, hein, indien, PD, communiste, il y a du travail social derrière, avec des fondations, avec... voilà. Est-ce que c'est facile ? Non, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, on a créé la fondation Ishkanul pour un peu aider ma boîte de production à ne pas mourir. Parce qu'on faisait 90% du travail social dans la boîte de prod. Et je suis très fier parce que mes producteurs, mes distributeurs et tout le monde s'est impliqué dans ce travail. Et du coup, on n'était pas rentable. On n'est déjà pas rentable quand on fait du cinéma d'auteur. Mais en plus de ça, on faisait que du travail social. Donc, on a créé cette fondation dans laquelle on est tous investis aussi. Mais c'est une fondation que je pense pourra avoir un bras beaucoup plus long pour faire que le cinéma devienne vraiment un outil d'apprentissage, un outil d'impact social. Alors, j'ai une question à vous poser parce que par rapport à Tremblement, il y avait Rémi Roche qui est critique cinéma sur Des mots de minuit, au-delà de le diriger, qui écrivait ceci: ce n'est pas tant la difficulté d'être homosexuel au Guatemala qu'il stigmatise, c'est vous, que la pression des tenants d'un conservatisme frileux qui tente désespérément de résister au tremblement d'un monde qui bouge. Comment est-ce que, alors là on le voit par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'intervention des églises, etc., mais vous venez de parler de fondation, donc il y a résistance. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que de faire des films? C'est hyper compliqué dans une société. Moi, je pense que c'est l'apprentissage quelque part. C'est une société qui est fière d'être rétrograde. Et je ne parle pas que de la société guatémaltèque. On est fier moi, je qui est fier d'être rétrograde. Oui, évidemment. On a peur des changements. On est même presque prêt à renoncer à ses droits pour que d'autres n'aient pas de droits. Et ça, c'est terrifiant. Moi, je suis en train de parler énormément avec tous mes amis brésiliens et ce qui se passe au Brésil. Et les gens vraiment pensent, la moyenne brésilienne pense qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus protégés qu'avant. Et même s'ils sont en train de perdre des droits. Mais comme il y a toute une moralité religieuse qui est mêlée à tout ça, évidemment, si c'est les femmes qui perdent des droits, c'est pas grave. Si c'est les Indiens qui perdent des droits, c'est pas grave. Si c'est des homosexuels, c'est pas grave. C'est Christ blanc. Pour mes petits intérêts, mieux vaut l'ordre que la liberté. Exactement. Oui. Quel est votre mot de minuit? Aller au cinéma. Aller au cinéma. Parce que c'est terrifiant la moyenne d'âge des gens qui vont au cinéma aujourd'hui. C'est ma génération et des générations plus adultes. Les jeunes n'y vont pas. Par rapport au cinéma, c'est facile de faire du cinéma au Guatemala? Non. Et d'ailleurs, on a monté une salle de cinéma qui, pendant 2 années, au Guatemala, a ramené 320 films d'auteurs internationaux et dans un centre culturel guatémaltèque tenu un centre d'État. Et 2 ans après, on nous a enlevé l'endroit. Sans explication. On nous a tout simplement dit qu'ils n'allaient pas continuer avec cette salle qui promouvait le vice parce qu'on vendait des verres de vin pour regarder des films. Quel est votre dernier mot de minuit? Alors un autre mot de minuit? Un autre mot de minuit. Pour finir? Écoutez, pour réfléchir ça, pour penser à un autre mot de minuit. Je dirais, nourrissez-vous de l'intérieur. Nourrissez-vous de l'intérieur, Ouais. de l'intime. De l'intime. Y compris des cauchemars. Y compris des cauchemars. Ouais. Merci Raïroun Boussam. Merci à vous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors qu'elle